Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats d'actualité, nouvel horaire, 10h44. Vous savez que la grille a un petit peu bougé. Désormais, vous retrouvez Jean-Jacques Bourdin pour l'interview politique à 20h30, à 8h30. Une interview sans concession. Et puis, évidemment, André Berkoff à midi jusqu'à 14h. Et nous, donc, on vous retrouve pour les débats d'actualité à 10h45. Avec aujourd'hui, pour commenter cette actualité, Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La fracture aux éditions Les Arènes. Vous allez nous parler de l'état de l'opinion en cette rentrée. Est-ce que les Français sont optimistes ? On a un petit peu la réponse, mais en tout cas, ce qui les préoccupe, c'est ce dont vous allez nous parler. Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Bonjour à vous. Régis de Castelnau. Bonjour Régis, en forme ? Bonjour Valérie, bonjour à tous. Avocat, vous êtes avocat, vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire et on vous retrouve également sur votre blog Vue du droit et Gaëtan Dussaucet. Bonjour porte-parole du Rassemblement national. Abaya, LFI et les Verts crient au scandale et si l'uniforme était la solution. Moi je dois vous avouer que ce matin j'ai vraiment un dégoût des réactions, des différentes réactions de LFI par rapport à l'abaya. Voilà, je donne mon opinion avant même que le débat ne commence. Emmanuel Macron, le président de la République, veut une initiative politique d'ampleur vers un préférendum. Donc, on va écouter Olivier Véran qui va nous expliquer ce que c'est que le préférendum. Et puis, les Français sont-ils optimistes face à l'avenir ? On en parlera avec vous, Frédéric Dabi. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons, je ne sais pas avec qui on peut commencer. Avec vous, Régis, vous êtes plutôt en forme. Ils sont tous en forme. Et surtout que moi, je suis toujours dans ma grotte provençale. Oui. Voilà, il y en a un peu de Mistral. J'ai perdu 20 degrés en 3 jours la semaine dernière. Donc, effectivement. Le réchauffement climatique, mon pauvre monsieur. Le dérèglement. Absolument. Dérèglement. Oh là 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 Je ne voudrais là pas là. avoir l'air d'une. Mal nommer les choses, c'est Absolument. ajouter au malheur du monde. Absolument. Bon, alors, moi, ce sera très rapide. Hier, Emmanuel Macron a fait une intervention devant les ambassadeurs à propos de ce qui se passe au Niger, où l'Afrique bouge, la France-Afrique est en train d'être, semble-t-il, démantelée. Et il a dit que c'était inadmissible de faire un coup d'État. Je rappelle une chose toute simple, c'est que il a intronisé, il a accepté le coup d'État du fils d'Éby au Tchad et un double standard, et les Africains le savent très bien et le ressentent et le disent. Et puis là, en ce moment, il y a les élections du fils Bongo. Enfin, je dis du fils Bongo, ça fait 55 ans que la famille est au pouvoir. Les élections, il semble qu'il allait les perdre, donc il a tout arrêté, il a bloqué Internet, il a interdit Radio France Internationale sur le territoire, là personne n'a rien dit, et Monsieur Macron, il reste muet sur cette nouvelle pantalonnade de ce qui se passe au Gabon. Donc voilà, si vous voulez, ce deux poids deux mesures, ce double standard nous fait beaucoup de mal. J'ajoute que les Américains ont compris un certain nombre de choses et qu'ils ont envoyé Madame Nuland au Niger avec l'air de dire écoutez, on va se débarrasser de Monsieur Macron et on va faire traiter ses affaires par des gens sérieux. Alors quelqu'un veut réagir, Frédéric ? Je vous voyais Non, réagir. je suis pas spécialiste du sujet. Oui, c'est vrai que ça peut être vu comme un deux poids deux mesures. C'est vrai que sur la famille Bongo, le Canard enchaîné, pour y faire la publicité, a sorti mercredi l'affaire extravagante de cet hôtel particulier à 100 millions d'euros qui est laissé à l'abandon, qui a été acheté par l'argent du Gabon. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis c'est vrai que le recul de la France-Afrique, c'est une réalité. Mali, Niger, on a entendu Nicolas Sarkozy dire que quand on est surpris par un coup d'État, je veux bien, mais deux, c'est maintenant le troisième dans différents pays d'Afrique. C'est vrai que c'est un vrai changement de paradigme. Notons que quand on interroge les Français sur le déclin du pays, et ils n'hésitent pas parfois à citer le recul de l'influence de la France, notamment en Afrique, en Asie, l'ex-Indochine, le français a quasiment disparu. Oui. Ah oui, hélas, oui. Jérôme, vous, c'est un coup de cœur. Oui, un coup de cœur. Allez, on va parler des patrons. Depuis hier, une partie d'entre eux sont réunis sur la pelouse de Longchamp, puisque c'est les rencontres des entrepreneurs de France. Et je voulais parler d'un coup de cœur, le sans faute du nouveau président, Patrick Martin. Patrick Martin a succédé à Geoffroy Roux de Bézieux. Qu'est-ce qui me plaît chez lui ? C'est un provincial.
C'est un gars qui vient de la région lyonnaise. C'est un pragmatique. Il a fait grandir sa boîte qui était familiale de 50 millions d'euros à 1 milliard de chiffre d'affaires. Et puis surtout, c'est un homme déterminé et de dialogue. Alors déterminé pourquoi ? Parce que hier, il a montré qu'il n'allait pas, face au gouvernement, baisser la garde quant à la baisse d'impôts annoncée, puisque le gouvernement et Bruno Le Maire avaient annoncé que la contribution à la valeur ajoutée des entreprises devait baisser. Et puis en fait, elle n'est pas supprimée, elle est étalée. Donc alors certes, on peut s'en réjouir, mais enfin c'est étalé. Donc il est déterminé et en même temps, c'est un homme de dialogue. Parce qu'il était numéro 2 de Geoffroy Roux de Bézieux et il continue à vouloir tisser un dialogue singulier, régulier et fructueux avec les syndicats. Aujourd'hui, le macronisme, quand même, s'est érigé en parangon de l'alternative au paritarisme. Le paritarisme, c'est le dialogue qui doit exister entre les patrons et les salariés. Et les représentants des uns et des autres. Et on a prouvé avec un accord sur le partage de la valeur que les patrons, les syndicats de patrons et de salariés pouvaient s'entendre. Et que l'État pouvait se tenir à l'écart de ces discussions et qu'on savait discuter entre personnes responsables. Et je trouve que c'est une bonne façon pour lui de rappeler que ce dialogue n'est pas interrompu et qu'il va le continuer. Ouais. Donc voilà, un sans faute de Patrick Martin. Et puis, pas mal de perspectives qui s'annoncent quand même mauvaises pour le secteur, notamment du BTC. Et donc, c'est une occasion de se retrouver entre patrons donc, aujourd'hui, et hier et aujourd'hui, sur les pelouses de Longchamp. Voilà, c'était mon coup de cœur. Non, mais à suivre effectivement l'action de Patrick Martin. Hier, Emmanuel Macron a dit au patron, j'ai besoin de vous. Unité, et Borne a confirmé pas de hausse d'impôts pour les entreprises. Maintenant, ces fameuses hausses d'impôts, je pense qu'elles arriveront d'une manière ou d'une autre. On voit l'augmentation sur le tabac, la hausse de la taxe foncière. On a évité les alcools et notamment le vin. Il y a des villes, là dans les Hauts-de-Seine, je voyais Meudon, plus 35% d'augmentation de la taxe foncière. Enfin, c'est en fait la suppression de la taxe d'habitation qui se retrouve dans la taxe foncière. Oui, absolument. Donc c'est des faux cadeaux qui avaient été faits à l'époque. Gaëtan, vous, c'est un coup de gueule ? Oui, c'est un coup de gueule et justement, on a une transition parfaite avec le sujet qu'on avait jusqu'à présent. C'est en ce qui concerne le futur budget sur lequel est en train de travailler le gouvernement macronien actuellement. Évidemment, on a eu donc toute une politique de chèques et de chéquiers, le chèque alimentation, le chèque énergie, etc., qui a beaucoup coûté aux contribuables et qui a évidemment creusé le déficit. Je crois que c'est la direction générale du Trésor public qui nous informe qu'on serait dans les estimations pluriannuelles à des déficits entre 4,5 et 5% pour l'année 2023 et 2024. Alors, forcément, quand on est dans cette situation-là, il faut faire des économies. Alors, on pourrait se dire, par exemple, un certain Gabriel Attal, à l'époque, quand il était ministre des Comptes publics, nous proposait de faire des économies sur la fraude sociale, qu'il estimait au bas mot à 10 milliards d'euros. On pourrait faire des économies sur l'immigration. Je rappelle qu'il y a 15 milliards d'euros de prestations sociales qui sont données aux immigrés sans aucune cotisation en parallèle. On pourrait faire des économies sur la contribution nette de la France au budget de l'Union européenne. Mais force est de constater, ce ne sont pas les pistes qui ont été retenues par le gouvernement, puisque sur les premières réflexions que l'on a et les premiers échos que l'on a, il se trouve que c'est plutôt à nouveau le matraquage fiscal, ou du moins plutôt le fait de ne pas respecter les promesses faites par le président de la République de baisse massive des impôts. Par exemple, il y avait 2 milliards d'euros qui devaient être baissés, 2 milliards d'euros d'impôts baissés sur les classes moyennes. Ceci est reporté. C'était normalement prévu pour 2024, c'est reporté à plus tard. On a parlé, M. Ripoll, tout à l'heure de la CVAE, l'impôt sur les sociétés, qui pareil devait être totalement supprimé pour 2024, c'est à nouveau cette fois-ci étalé, rééchelonné jusqu'en 2027. Et pire que dans tout ça, c'est en ce qui va concerner notamment un certain nombre d'entreprises, notamment dans le secteur du BTP, mais aussi un certain nombre d'agriculteurs qui se retrouvent avec notamment la disparition d'une niche qui leur permettait d'économiser des impôts, notamment sur ce qu'on appelle le gazole non routier, c'est-à-dire celui que l'on utilise pour faire fonctionner les machines tout simplement. On sait qu'aujourd'hui il y a un grand nombre d'entreprises qui ont des grandes difficultés, notamment à cause de l'explosion du prix des matières premières, les énergies, etc. Et voir que là-dessus le gouvernement recule, évidemment ça n'annonce rien de bon pour les mois et les années à venir. Frédéric ? Non, tout à fait. La question de la pression fiscale reste très fort chez les Français. On en parlera dans les sujets de préoccupation. Jamais la question de la hausse des prix, de l'inflation, du pouvoir d'achat a été aussi fort. Jamais l'écart chômage-pouvoir d'achat, on en parlera, donc je ne vais pas dévoiler, mais
On a vraiment un changement de paradigme dans ce qui préoccupe les Français. C'est vrai que tout signe de renchérissement de la pression fiscale sera tout à fait mal vu. Alors, le gouvernement a finalement, si je ne me trompe pas, démenti le fait d'augmenter notamment l'impôt sur le revenu, mais ça serait vu comme un signe assez dévastateur, notamment pour ces classes moyennes qui se considèrent trop riches, entre guillemets, pour être aidés et pas assez pour être autonomes. La part des Français qui parviennent à épargner chaque mois s'est absolument effondrée, notamment dans ces fameuses classes moyennes où, dans la perspective 2027, il va y avoir une vraie compétition entre, on va dire, le bloc RN et le bloc central. À l'élection présidentielle d'il y a un an, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont fait quasiment jeu égal dans cette classe moyenne, notamment dans le petit salariat. Oui, un commentaire, Régis de Castelnau, sur ça? Je sais pas, parce que si vous voulez, bon, on débat d'un certain nombre de choses et je pense que c'est très important, mais on parle effectivement, Frédéric, et c'est normal, c'est son métier, hein, analyse la sociologie, l'impact de ses décisions, alors que on est dans une situation qui est une situation, et les sondages dont on va parler le démontrent, une situation qui est relativement dramatique quand même. Ouais. Je veux dire, le pessimisme est un symptôme, c'est un thermomètre, mais de la réalité, on va en parler au moment de l'abaya aussi, hein, de la réalité. Et ces débats, finalement, moi, j'ai un peu du mal à m'y impliquer parce que j'ai un peu l'impression qu'on fonce vers le mur, hein, et qu'on fait encore semblant. On fait encore semblant. Dire les marges de manœuvre sont faibles. On va avoir un hiver difficile parce que l'impact de l'énergie va être très fort. On va avoir une inflation. Hein, on parle pas très peu dans ce pays de ce qui s'est passé à Johannesburg la semaine dernière, mais c'est considérable. C'est un événement considérable qui s'est produit. C'est le sommet des BRICS. Ah oui, bien sûr. Le sommet des BRICS avec l'élargissement. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les BRICS, la semaine dernière? Ils ont intégré les principaux producteurs d'énergie, de pétrole et de gaz, et ils ont intégré les principaux consommateurs. Donc, ils vont faire tranquillement leurs affaires avec leur monnaie nationale. Hein, et nous, je veux dire qu'on va être dans une situation particulièrement difficile, et en particulier en ce qui concerne l'inflation. Bon, voilà, je suis oiseau de mauvais augure, mais bon. Ouais. On va redébattre de tout ça, du pouvoir d'achat également dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Gaëtan Dussosset, porte-parole du Rassemblement National, Régis de Castelnau, avocat, membre de la rédaction de Front Populaire. Vous avez également un blog, Vue du droit, et puis un livre, Une justice politique, paru aux éditions L'Artilleur. Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley, et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Et je rappelle votre dernier livre, La Fracture, qui est paru aux éditions Les Arènes. On va penser au tome 2. Hein, oui, parce que la fracture, ça avance, ça va avec. On va reparler de l'abaya, de la réaction des Verts et de la France insoumise qui crie au scandale, qui parle d'une police du vêtement. Beaucoup de questions, on en a abondamment parlé hier, mais les réactions politiques continuent, sont, me semble-t-il, de plus en plus indécentes par rapport aux femmes quand on parle de liberté et qu'on imagine que ce voile puisse être une liberté pour les femmes. Je trouve ça assez choquant. Emmanuel Macron qui veut une initiative politique d'ampleur avec un préférendum, et puis l'état d'esprit des Français, leurs préoccupations avec vous, Frédéric Dabi, dans un instant. Frédéric, vous aviez un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule vis-à-vis des médias qui ont traité ce matin l'étude UNAPI, une association de personnes en situation de handicap, sur le fait que trop d'enfants en situation de handicap sont privés d'école. Alors c'est pas un sondage qu'a fait l'UNAPI, mais c'est une étude. Ils ont fait des remontées de leurs antennes locales dans 6 régions, et c'est vrai que les chiffres sont absolument sidérants. Il y a 23% d'enfants en situation de handicap, beaucoup d'handicapés intellectuels qui ont 0 heure de scolarisation, 28% entre 0 et 6 heures. Les classes ne sont pas adaptées à leurs besoins. Le projet d'instituts médicaux éducatifs au sein des écoles, il y en a très peu. Mais là où je fais un coup de gueule, c'est que je connais un petit peu ce sujet. Tous les papiers ont fini. Pour autant,
les choses vont mieux, puisqu'il y a 430 000 enfants maintenant scolarisés, plutôt des enfants avec des handicaps moteurs. Les choses vont mieux. Bien sûr, il y a plus d'enfants en situation de handicap scolarisés, mais on ne parle pas du cœur du sujet, c'est-à-dire les fameux AESH. Les personnes qui sont chargées d'accompagner, d'aider, d'être en classe avec leurs enfants. Je salue amicalement mon amie Pascal qui fait ça maintenant depuis 8 ans. Elle était professeure de mathématiques, elle a changé de vie pour ça. 1, on est payé à peine le SMIC horaire. 2, on a un contrat de 24 heures par semaine. Qu'est-ce qu'on fait pour le reste des heures pour ces enfants? Et c'est vrai que là, bien sûr, on joue sur l'émotionnel. Hier également, alors j'ai peut-être un peu plus de temps que dans mon temps normal, j'ai vu la télévision où on a parlé, oui, c'est dans un an, les Jeux paralympiques, dans les centres aérés, on fait beaucoup de choses avec les enfants là-dessus. C'est formidable, mais sur le gros du sujet, sur les enfants en situation de handicap moteur dans les écoles, dire que la situation est satisfaisante, je ne dirais pas ça. Vous connaissez, je crois, vous également ce sujet, Valérie, et on ne parle pas de ces AESH qui n'ont pas de statut, qui font ça presque à titre bénévole et qui ne peuvent pas, par exemple, c'est très dur d'être avec le même enfant d'une année à l'autre. Il faut se battre et faire des pieds et des mains. Mais c'est effectivement, on se donne bonne conscience avec des annonces ici ou là, mais quand on regarde l'état aussi de l'aménagement pour les personnes handicapées, je pense à Paris en particulier, qu'on connaît bien, ou l'état des aéroports, je râle à chaque fois parce que je vois des personnes en situation de handicap, ou même qui sont des bloquées dans les avions, notamment aux arrivées, bien sûr. Des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, mais vous avez raison, l'école, non, tout ne va pas bien. Oui, il y a eu des progrès, mais pas suffisamment. Et il faut le dire et le rappeler. Le sujet du jour, c'est encore et toujours l'abaya, avec une multitude de tweets, tous plus indignes les uns que les autres. Celui de Sandrine Rousseau, tous les psychodrames de la laïcité ne peuvent pas en permanence porter sur le corps des femmes et la manière dont il est habillé. Or, pour l'instant, il ne porte que là-dessus. Marie Cabrette, qui est, vous le savez, une proche de Charlie Hebdo, dit non, tous les psychodrames, entre guillemets, de la laïcité. On parle des morts assassinés, Charlie Hebdo, pour des dessins représentant Mahomet. On parle de Samuel Paty, donc voilà, il y a ça. Et puis ce côté d'islamophobie qui est ressorti à chaque fois, qui est assez choquant malgré tout. Je sais pas. Écoutez Danielle Obono, écoutez ce qu'elle disait également. Cette annonce est à la fois anti-laïque. Je pense aussi qu'elle est sexiste. Encore une fois, ce sont les corps des femmes qui sont mis en cause, les corps de jeunes femmes. Parce que la religion souvent s'occupe du corps de la femme plus que du corps de l'homme. Il serait temps que ce soit la religion ou que ce soit l'État arrête de s'occuper du corps des femmes. Pas simplement s'occuper, mais de décider quelle est la longueur de la jupe, quelle est la longueur du crop top. Parce qu'on a eu aussi l'épisode du crop top. Vous vous rappelez, c'est sexiste et c'est aussi raciste. Parce que, encore une fois, c'est la religion musulmane qui est ciblée. Ça suffit. C'est politique, discriminatoire, sexiste et raciste. Ouais, voilà, sexiste et raciste. Alors il y a une contradiction parce que si ce n'est pas un vêtement religieux, pourquoi est-il islamophobe? Régis, c'est horrible de mauvaise foi. Horrible d'hypocrisie. Mais comment la question c'est comment la gauche qui devrait défendre la laïcité, qui devrait défendre le corps des femmes, quand je vois Manon Aubry qui parle d'un bout de tissu, tout ça pour un bout de tissu, mais on voit les images en Afghanistan, on voit les images en Iran d'une femme qui se fait sortir d'un taxi parce qu'elle ne porte pas le voile. Comment peut-on parler de bout de tissu? Attendez, Valérie, l'arrogance de ces personnes qui, elles, ne sont pas soumises à cette pression, qui ne sont pas soumises à cette pression et qui donnent des leçons. Non, c'est insupportable. Je veux dire, il y a deux raisons à cela. Comment la gauche, ils ne sont pas de gauche. Ils sont pas de gauche. Pas toute la gauche. On a eu hier. C'est la gauche montante, quand même. On a eu hier Monsieur Roussel. Non, mais la gauche montante, je ne sais pas ce que c'est. Au sens électoral, c'est-à-dire celle qui aujourd'hui accumule le leadership aux dernières élections. Et la deuxième raison. C'est une raison purement électoraliste. C'est avec ça qu'on fait des majorités. Regardez Monsieur David Guiraud. C'est extraordinaire. Alors, je ne sais plus qui disait, je n'envierais pas la vie de marchepied qu'il a. C'était assez méchant, mais c'était parfaitement exact. Bon, cela étant, moi, ce que je trouve finalement qui me choque le plus dans tout ça, c'est que, je veux dire, on a traversé un été particulier quand même. Il y a eu les émeutes. Le nombre de villes
qui se sont transformés et qui aujourd'hui sont confrontés. On a parlé de Nîmes, mais dans la Provence où je suis, si vous parlez de Tarascon, si vous parlez de Beaucaire, si vous parlez de Lunel un peu plus loin, etc., c'est la même chose. Ville, on a un problème d'immigration, on a un problème de quartiers abandonnés à la délinquance, abandonnés à la misère, à la pauvreté et aux affrontements. Et qu'est-ce qu'on fait à la rentrée? Monsieur Attal, il roule des mécaniques et il allume une mèche. Et naturellement... on ne peut pas lui reprocher d'avoir pris une décision. Non, mais attendez, moi je trouve au bout d'un moment. Mais non, mais c'est le piège. Le piège est fermé. Le piège est fermé. De toute façon, donc le problème de fond, il est bien celui-là, il est bien cette religion qui essaye de s'imposer dans l'espace public. Bon. Le problème, c'est que on en vient à une situation politique où après les débats entre une chanteuse et puis Michel Sardou, après on a eu Médine, maintenant on a ça. Et on continue, le train continue, le TGV à toute allure à filer vers le mur. C'est assez épouvantable. Mais la responsabilité de LFI, et des Verts, etc., est majeure dans cette dégradation. Oui, Frédéric Dabi. Ce que je voulais dire pour faire de la publicité à Sud Radio, en juin dernier, une de notre dernière balise avant la trêve estivale avait posé la question de l'autorisation, pour pas induire les réponses avec le mot interdire, de vêtements comme les abayas, comme les camises, comme les djellabas. Et ce qui est très intéressant, à l'école bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un décalage entre ces clivages apparents et une opinion unanime. 77% des Français sont opposés à l'autorisation, 57%, c'est-à-dire une majorité, sont tout à fait opposés. Et par rapport à la gauche, par rapport à la France insoumise, une fois de plus, le peuple de gauche, pour reprendre l'ancienne mitterrandienne, les sympathisants de gauche sont en décalage avec les points de vue de la plupart des personnalités de gauche LFI, sachant que Carole Delga, Fabien Roussel, Jérôme Gage se sont opposés, plutôt ont soutenu l'initiative, bien sûr, Michael Delafosse qui est impeccable sur ces questions, se sont opposés, sont plutôt soutenus Gabriel Attal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 64% des sympathisants de gauche qui sont opposés, 60% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, une fois de plus, comme sur le racisme systémique, comme sur les violences policières, il y a sur tous les sujets, et je pense qu'il n'y a pas eu de sondage sur Médine, parce que là je rejoins notre ami Régis, ça n'intéresse personne. La semaine prochaine, je suis un peu de publicité, mais notre baromètre fiducial pour Match et Sud Radio, notre question sur les conversations des Français, on va voir la place dans la hiérarchie de l'affaire. C'est pathétique de Médine. On va voir dans la place, dans la hiérarchie, sur cette opposition ancien-moderne, Armanet, Sardou. Mais en tout cas, sur ce sujet, les sympathisants de gauche et l'ensemble des Français sont à unisson. Là, en revanche, où il y a un clivage, c'est un clivage générationnel. J'en avais parlé dans mon livre que vous avez cité. Sur ces questions, les jeunes sont plutôt sur une logique McDo, si je puis dire. C'est venez comme vous êtes. Il n'y a pas de sujet pour eux. La laïcité, c'est pour eux non pas faire reculer l'influence des religions, garder la religion dans l'espace privé, mais c'est assurer la visibilité et la liberté pour chacun. Et donc cette liberté passe par le port de vêtements ostensibles religieux en contradiction avec la loi de 2004. C'est là-dessus uniquement qu'il y a une différence, un clivage. En revanche, politiquement, il n'y a quasiment pas de différence entre les différentes familles politiques. On va y revenir, Gaëtan Dussosset. Je vous donne la parole au retour de cette courte page de publicité. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue notre débat, on parle de l'abaya, c'est l'un des sujets les plus commentés, que ce soit sur les réseaux et par les politiques eux-mêmes. Gaëtan Dussosset, vous vouliez réagir à ce que nous disions précédemment. Mettez-vous d'accord, je pense que sur ce plateau, tout le monde est à peu près d'accord. Oui, comme la population française, c'est vrai que Frédéric Dabi, pour compléter un peu les chiffres que vous aviez donnés, donc il y a 77% de Français qui en effet sont pour l'interdiction de l'abaya à l'école,
60% parmi les électeurs de Mélenchon, c'est quand même assez ironique, étant donné les positions du leader de la France Insoumise. Mais il y a aussi, quand on regarde les premiers concernés, à savoir le corps enseignant et professoral, c'est une large majorité, c'est 80%. C'est 80% du corps enseignant qui en fait sont toujours en première ligne à subir les atteintes à la laïcité qui ont explosé de plus de 120% sur l'année scolaire 2022-2023, qui eux, eh bien, dans un cri unanime, nous disent oui, on veut à 80% interdire le port de l'abaya. Alors il est vrai que la responsabilité de la France Insoumise est une partie des cadres de la gauche NUPES, elle est immense. Quand ils parlent de guerre de religion, de décisions racistes, sexistes, cruelles, j'ai entendu M. Bompard aussi de la France Insoumise nous expliquer ce matin qu'ils allaient même faire un recours auprès du Conseil d'État pour faire invalider la décision de Gabriel Attal et de l'interdiction du port de l'abaya. Donc là, il y a vraiment quelque chose, non seulement déjà, ils sont complètement déconnectés de ce que veulent la majorité du peuple français, mais ils portent aussi une lourde responsabilité, parce que derrière, ça se traduit quand même par des actes et des conséquences qui sont difficiles. Les enseignants ont aujourd'hui énormément de mal à aborder un certain nombre de sujets d'histoire, par exemple, à aborder les questions civiques, les questions liées à la laïcité, à l'enseignement de la République et des valeurs, et en effet, quand on se souvient de ce qui s'est passé cet été, on parle de quelque chose il y a quelques semaines, quelques mois. On parle pas d'un événement on parle pas des émeutes de 2005, on parle de celles de 2023. Eh bien, quand on voit qu'il y a un problème de désunion, de désaccord total de personnes qui, en réalité, ne se sentent peut-être même plus français et vivre dans un pays qui leur est étranger, dont les valeurs, les us et les coutumes leur sont étrangères, eh bien avoir des députés, des représentants parlementaires qui prennent parti pour le communautarisme et pour l'intégrisme islamiste et son entrisme au sein de l'école est quelque chose évidemment de gravissime. Ouais. Jérôme ? Moi j'ai envie de servir un petit peu tout le monde. Premièrement, Gabriel Attal, un grand politique. Il lance le sujet, alors qui existe depuis un an, son prédécesseur l'avait identifié, mais qu'est-ce qu'il fait ? On va masquer les problématiques d'intégration des personnes handicapées à l'école, on va masquer les problématiques de recrutement des professeurs, de qualité des professeurs. Donc en fait, le sujet va masquer complètement tous les autres problèmes. Il le traite d'une façon qui est un peu étrange. Est-ce que les directeurs d'établissement ont été prévenus, ont reçu une circulaire ? Non, ils vont apprendre ça par la presse. Et aujourd'hui, il y a une... Et aujourd'hui, c'est-à-dire que donc, on annonce le fait avant de réunir les principaux décideurs de l'application de cette mesure. On ne sait pas comment ça va se passer parce que la mise en œuvre va être très compliquée. On se retrouve aussi face à des professeurs et des proviseurs, des directeurs d'établissement qui ont la trouille, il faut le dire. Il y a aussi donc si on ne donne pas la méthode, c'est une annonce politique. Donc Gabriel Attal, je trouve qu'il a mis la charrue dans les bœufs. Deuxièmement, du côté, Frédéric Dabi le disait, du côté de la France Insoumise, il faut être très clair. C'est une position électoraliste qu'ils ont, et démagogique. Ils considèrent que le vote aujourd'hui communautaire est partie prenante de leur réussite électorale. Et donc ils le captent. Et au passage, j'ajoute quelque chose quand même qui n'est pas anodin. C'est que ce faisant, si on est cynique, on peut se dire qu'ils évitent quand même la montée en puissance d'une expression politique communautaire. Parce que... C'est-à-dire, en clair, si personne ne tient cette position sur l'échec électoral, cette position sera tenue par des franges communautaires. Et le livre de Houellebecq deviendra un jour réalité. Donc il n'est peut-être pas aussi scandaleux que ça qu'une opposition s'exprime sur ce sujet. Je ne la partage pas, mais je dis que ça s'exprime dans le champ électoral qui est reconnu et qui est à peu près républicain, même si Mélenchon, on l'a vu, est passé d'un républicanisme et d'une laïcité vraiment d'une rectitude totale à une ouverture. Mais je veux dire, attention, il y a ce sujet. Après, moi je considère qu'aujourd'hui, il y a quand même un sujet sur le pourquoi c'est le vêtement féminin qui est visé uniquement, alors qu'on sait qu'il y en a d'autres qui sont masculins. Moi, j'aimerais savoir. Dans le sondage, on parlait des djellabas, des camis et on sait effectivement que ça concerne tant les filles que les garçons. Alors moi, je ne vois pas pourquoi effectivement. Et donc là, il donne prise. Là aussi, Gabriel Attal sur la méthode, il donne prise finalement à des sujets sur c'est la femme, etc. Ce qu'on voit avec Madame Rousseau. Là aussi, c'est un délire absolu. Bon, mais voilà, mais ça me paraît normal. On va finir par trouver ça normal. Et je trouve que tout ça, c'est mal emmanché. Après, électoralement, il faut être aussi clair. Monsieur Attal est en train de répondre à des problématiques qui fait que la gauche est larguée, la droite est larguée, et que le Rassemblement national n'a pas grand-chose à dire. Il a à engranger les bénéfices de cette situation. Et je trouve qu'il le fait plutôt habilement. Donc, à partir de là, il essaie de donner une réponse, mais je pense que la réponse ne sera pas à la hauteur, et en tout cas en capacité de ramener un flux d'électeurs sur les positions de Macron. Mais bon.
Ce qui est certain d'autant plus, c'est qu'il faut aller plus loin. Quand je rappelais les chiffres tout à l'heure, on parle d'explosion de 120% des atteintes à la laïcité relevées par le corps professoral et l'ensemble des enseignants français. C'est-à-dire qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire sur le rétablissement de l'autorité des professeurs au sein des établissements scolaires, sur l'instauration, c'était d'ailleurs une proposition des députés du Rassemblement national lors de leur niche parlementaire, l'instauration d'un uniforme au sein de l'école. Est-ce que ce serait la solution ? C'est un sujet qui est largement consensuel, qui est partagé au-delà des digues politiciennes. Il est vrai que c'est un sujet qui fait consensus, qui dépasse un peu les clivages politiques et les étiquettes politiques, et c'est tant mieux. Donc il faut aller dans ce sens-là. Il se trouve que lorsqu'on l'a proposé dans notre niche parlementaire, eh bien même ceux qui étaient favorables et qui ne faisaient pas partie de notre famille politique n'ont pas osé la voter et encourager cette mesure. Mais je pense que là, désormais, c'est quelque chose qui est inévitable et qui est indispensable. Oui, de mémoire, on avait posé cette question dans une enquête IFOP JDD et on avait, une partie majoritaire de l'opinion qui était favorable, avec là un clivage générationnel encore plus fort. Et ça se passe comment si on décrète que l'uniforme est obligatoire ? Je ne sais pas comment ça se passe. Ça se fera. Dans les années 50. Oui, mais là aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un décret ? C'est une circulaire ? Oui, je pense. Ça peut être aussi un projet de loi avec un seul article. Absolument. Maintenant, quid du public et du privé, il y aura toute une série d'applications à mettre en œuvre. Mais en tout cas, l'opinion est plutôt favorable, même si, là, je pense que la stratégie dilatoire, ce dont Régis a parlé, c'est-à-dire, est-ce que c'est le sujet principal sur l'école ? Ça sera un véritable carburant, pour les opposants aux vêtements, à la tenue obligatoire. Et également, il y aura aussi un argument pour qui est l'égalité, c'est-à-dire, alors on parlera peut-être de l'égalitarisme, en tout cas, l'effacement des différences sociales visibles à travers les vêtements. Parfaitement. Un petit dernier commentaire sur la question et le sujet de l'abaya. Moi, il y a quand même quelque chose qui me pose un petit peu problème, c'est la cohérence de la gauche NUPES dans tout ça. Parce que on voit quand même qu'il y a des voix discordantes qui ne sont pas tout à fait d'accord sur ce sujet-là. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est pas un sujet anecdotique ou anodin. C'est pas seulement un sujet de société, c'est un véritable sujet de civilisation. Et il en va même de la sécurité, on l'a rappelé, d'un certain nombre de professeurs. Et quand on voit que, par exemple, on nous a souvent parlé lors des amphis de la France Insoumise, de Ségolène Royal comme potentielle tête de liste aux élections européennes. Il se trouve que Ségolène Royal, lorsque une ancienne présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant, s'est présentée à l'Assemblée nationale voilée, a dit sur un plateau qu'elle serait sortie de l'hémicycle pour protester contre cette provocation communautaire de la part d'une représentation syndicale. Est-ce que du coup, juste par enjeu électoraliste, juste par intérêt de faire des voix et d'éviter les dispersions, ils vont être capables en fait de mettre de côté des convictions qui sont profondes, qui parlent quand même de l'image que l'on a du pays et de l'évolution de la société pour finalement n'obtenir que des voix? Est-ce qu'ils vont accepter de travailler ensemble comme ils l'ont fait et de faire des listes uniques comme ils l'ont fait aux élections législatives alors qu'ils sont quand même en désaccord sur des sujets qui, encore une fois, ne sont pas du tout anecdotiques? Oui, absolument. Je pense qu'une liste d'union de la gauche aux européennes, qui est quand même le scrutin qui n'intéresse absolument pas les Français. Donc je suis assez pessimiste, mais Frédéric va peut-être nous dire qu'il va y avoir un grand mouvement unitaire autour de cette élection, mais personnellement, je n'y crois pas. Donc Ségolène Royal, elle fait son tour de piste, elle continue à exister, elle bien d'ailleurs. Je trouve que elle est toujours énergique. Et finalement, c'est quelqu'un d'assez courageux, même si je l'ai toujours combattu politiquement. Mais ce qui est quand même, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, au travers des questions liées à l'immigration, au travers des questions liées à l'islam politique, parce qu'il s'agit bien de ça. Donc je pense qu'il y a des réminiscences d'un monde disparu, c'est-à-dire après la catastrophe éducative qui est largement trentenaire, on rêve d'un retour. Et je vais parler de l'uniforme. Je rappelle quand même que moi, privilège de l'âge, j'ai connu les études secondaires où il y avait un uniforme dans le domaine public. Et ma chère Valérie, il n'y avait que les filles qui avaient des blouses. Nous, on avait le droit de venir en jeans. Oui, mais là, c'est plus... Moi, j'ai porté des blouses. Ah oui, vous avez porté des blouses. Alors, et au secondaire aussi? Personnellement. Non, pas au secondaire. Non, c'est ça. Si
Non, effectivement, pas au secondaire. C'est ça. Moi, j'ai eu un uniforme, mais pas au secondaire. J'invite à regarder ce qui se passe dans le monde, quels sont dans tous les classements. Alors, j'ai vu que le Vietnam était très haut dans les classements sur l'éducation, etc. Tous ces pays qui ont été souvent des pays colonisés pratiquent l'uniforme. Ce sont des uniformes très saillants d'ailleurs. C'est en général. Vous allez à l'île Maurice, tout le monde est en uniforme. Vous allez en Inde, tout le monde est en uniforme. Vous allez à Malte, tout le monde est en uniforme. Et je pense que ça, ce serait une solution qui pourrait être intéressante. Le problème, c'est que non, mais il va falloir dire que ça fait du monde. Ça fait du monde à habiller. Ça relancera l'industrie textile, notamment dans les Vosges. Pantalon bleu marine au blanc, je vois pas ce que ça coûterait. Voilà, aux familles, ça coûterait pas très cher. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes quasiment d'accord aujourd'hui avec Gaëtan Dussaucet, Régis de Castelnau et Jérôme Ripoul, ainsi que Frédéric Dabi. On va parler dans un instant de votre sondage. Frédéric, vous vouliez juste rajouter quelque chose, Jérôme? Oui, il y a quelque chose sur la baya et la politique en particulier. Quelque chose qui m'a choqué de la part de Manuel Bompard, donc, qui a annoncé qu'ils allaient saisir le Conseil d'État. Il a dit la laïcité doit être un facteur de paix, pas de division. Il faut rappeler à M. Bompard un petit peu d'histoire. La laïcité s'est imposée dans la douleur. Elle a été un élément d'unification, mais au départ, elle a divisé. Et là, c'est pareil. Il faut être clair, la République, c'est la laïcité. Et la laïcité, c'est un des fondements de ce qui fait la République française. Donc aujourd'hui, soit on adhère à la laïcité, et à ce moment-là, on est dans le moule national, soit on n'y adhère pas, et c'est un facteur de dissociation. Et je veux dire, et c'est ça qu'il doit dire. C'est pas vrai, ça n'apporte pas forcément la paix, la laïcité. Ça peut être un moment difficile où on se dit, bon ben voilà, il faut reprendre les choses au clair, refixer des règles, et ça va pas forcément amener à la paix de prime abord. Donc les divisions, il faut les affronter, il faut pas les... Manuel Bompard sera demain l'invité à 8h30 de Jean-Jacques Bourdin dans l'interview politique. Puis je vous conseille d'aller sur les réseaux voir la participation de Jean-Luc Mélenchon à l'émission de Laurent Ruquier en 2010, où il parlait du voile en disant qu'il fallait l'interdire et que c'était une offensive de l'islam politique. Et un instrument d'oppression. Et un instrument d'oppression. Donc comment expliquer ce basculement ? Je ne vais pas me lancer dans des explications psychiatriques, mais et puis rappeler à chaque fois qu'il était l'ami de Charb, qu'il a fait l'éloge funèbre de Charb, qui regarderait ça avec énormément de tristesse, tristesse. Frédéric, une petite considération juridique par rapport à ce qui vient d'être dit. Il va y avoir probablement un recours devant le Conseil d'État. Alors contre quoi? Je ne sais pas, j'ai pas regardé quel était le support juridique de cette interdiction. Décret, règlement, je ne sais pas. Mais ce sera une décision faisant grief, donc elle sera susceptible d'un recours, d'un référé de liberté devant le Conseil d'État, comme ça a été le cas pour les soulèvements de la terre. Donc ça va être assez amusant. De voir même si c'est un décret, d'État. Même si c'est un décret, il peut y avoir recours au Conseil d'État. Tous les actes même une circulaire. Tu nous confirmes qu'une circulaire. Une circulaire n'a pas de valeur normative, sauf si c'est une décision faisant grief. Et là, je pense que la circulaire serait attaquable. Donc voilà. Mais ça va être rigolo de voir ce que nos amis conseillers d'État vont dire, parce que ça va être l'idée, elle sera, est-ce que ça porte atteinte à une liberté, celle de se vêtir, qu'on se rappelle les burkinis sur les plages. Oui, absolument. On va passer à l'opinion des Français et leur état d'esprit. Frédéric Dabi, c'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Oui. Notre sondage de rentrée traditionnel où on pose. Alors ils sont optimistes ou pessimistes, les Français? À votre avis, plutôt pessimiste? Non, ce qui est très... vous savez, ne vous étouffez pas. Tonton, pourquoi tu tousses comme c'est l'autre? Référence moderne. En tout cas, non. C'est vrai qu'on pose cette question maintenant depuis 1995. Est-ce qu'on est optimiste pour soi et pour l'avenir de ses enfants? C'est un optimisme ou un pessimisme de projection. Et déjà, l'année dernière, Valérie, on avait eu un tournant puisque c'était la première fois qu'après une élection présidentielle où traditionnellement dans notre imaginaire républicain, les Français
écoutent des débats, se font une idée, élisent ou réélisent un président et repartent de l'avant, on avait un niveau de pessimisme jamais atteint, 75%. Là, on est à 74%, donc c'est vraiment l'épaisseur du trait. Moi, ce qui me frappe, c'est que rien n'a bougé en un an. Ce qui me frappe, c'est que c'est minoritaire d'optimisme dans toutes les catégories de population, sauf dans l'électorat d'Emmanuel Macron du premier tour. On dit que cette France qui va bien, mais quand même qu'à 58%. Et puis voilà, traditionnellement, les jeunes sont la catégorie la plus optimiste. Ce n'est pas le cas. Alors on avait posé des questions pour essayer de savoir les motivations. Il y a toujours l'inflation, il y a toujours cette guerre au cœur de l'Europe qui empêche notamment pour ses enfants une projection positive. Il y a notamment chez les plus jeunes la question du réchauffement, du dérèglement climatique. Dans les premières enquêtes IFOP auprès des jeunes menées par Françoise Giroud, les enquêtes Nouvelle Vague en 1957, on avait un tiers des jeunes qui étaient prêts à mourir pour la France. Maintenant, dans l'enquête de 2021 pour mon bouquin, on en a un quart prêt à mourir pour le climat. Bien sûr, ne prenons pas cette réponse, Gaëtan, n'ayez pas peur, au pied de la lettre. La fenêtre est bien fermée. Mais ça, on dit long sur l'état d'esprit et cette difficulté à se projeter vers l'avenir. Alors, c'était qu'une question de sondage, elle est fermée. Mais moi, ce qui me frappe, c'est cette récurrence, cet enracinement du pessimisme. Le pessimisme, on l'entend. Et juste les thèmes principaux. Les thèmes aussi, c'est une question qu'on pose depuis de nombreuses années. Moi, je ne vais pas détailler tout, mais il y a 3 choses qui me frappent. Premièrement, la santé reste la première préoccupation depuis maintenant 4 ans, et c'était en 2019, avant le Covid. C'est pas lié au Covid. Deuxièmement, cette focalisation pouvoir d'achat, inflation qui relègue le chômage à 30 points. Pendant cette question, je vous disais, on l'a posée depuis une trentaine d'années. Traditionnellement, c'était très clair. C'était systématiquement le chômage comme première préoccupation. Il y avait eu le tournant de 2002 au moment de Jean-Marie Le Pen, où c'était l'insécurité pendant la campagne présidentielle. En 2007, le pouvoir d'achat pendant peu de temps. Là, on est vraiment sur un renversement du paradigme. L'injustice, c'est plus être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal. Troisièmement, est-ce que c'est ce parasitage autour de l'Europe Écologie Les Verts, le sentiment qu'on en fait trop sur le climat, la question du réchauffement climatique reste centrale, mais elle est en recul. Assez loin, et elle recule assez fortement par rapport à l'année dernière. C'est peut-être que dans ce contexte si tendu sur le pouvoir d'achat, les fins du mois comptent peut-être plus que la fin du monde. Un commentaire, Jérôme Ripoll. Oui, j'avais 2 questions qui portent sur 2 thématiques qui me semblaient plus prégnantes, comme ça, plus importantes, et qui sont assez éloignées dans les résultats du sondage. C'est la lutte contre l'immigration clandestine. Elle est à un niveau qui est effectivement élevé, du même niveau que l'année dernière à la même période. Et celle qui est en baisse, c'est l'amélioration de la situation des banlieues. Alors qu'on a eu quand même... Qu'est-ce qui explique paradoxe, ce résultat contre-intuitif? Attention, on n'est pas en concurrence. On a testé tous les thèmes. Dire qu'il y a une majorité de Français qui trouvent la lutte contre l'immigration clandestine, il y en a que, je vais vous dire, 14% qui trouvent ça secondaire. Là, on est sur les items les plus forts. Et puis, alors, c'est vrai que ça compte beaucoup dans l'absolu. Comparativement, ça compte moins que ces questions de santé. Le chiffre de la santé, 83%, c'est la réponse tout à fait prioritaire. Alors, sur ça, pas le moindre clivage, et pas seulement les publics santé, plutôt les femmes, plutôt les personnes âgées. Sur la situation dans les banlieues, je pense que les Français font pas la connexion avec les émeutes. Les émeutes n'étaient pas des émeutes de banlieue. C'était pas le contexte de 2005. Vous voyez ce qui arrivait à Nantes, ce qui arrivait à Bordeaux, ce qui arrivait dans des villes moyennes. Mais c'est vrai que j'aurais pu aussi imaginer une progression sur la lutte contre la délinquance après un été quand même extrêmement compliqué, l'affaire de Cherbourg, le jeune Enzo, etc. Mais ça reste quand même à un niveau tellement élevé que ça ne progresse pas de manière encore spectaculaire. Et sur la santé, moi je ne suis pas étonné du résultat, de la priorité, de la préoccupation première des Français. Pourquoi je vous l'expliquais, je change de ville, donc je change de médecin référent. Vous cherchez un médecin référent, vous faites 6 cabinets et on vous dit on ne prend pas de nouveaux clients. Non, mais c'est. Donc c'est et alors c'est en insistant que donc moi j'imagine les gens qui n'ont pas de relation, qui n'ont pas de capacité. Vous regardez l'hôpital, on voit
les urgences sont en crise depuis, ça fait quoi? C'est avant la Covid. Etc. Le chiffre de 2019, c'était lié à la grève dans les urgences. Parfaitement, Frédéric. Et donc, moi, qu'aujourd'hui, la dégradation du système sanitaire, elle est perceptible par tout un chacun. Donc, je ne suis pas étonné que ça soit très, très élevé. Là, vous avez parfaitement raison. C'est que, en réalité, la crise du Covid-19 a montré les manquements et le fait que l'hôpital, la situation de l'hôpital, la capacité de l'État à apporter des soins et l'accessibilité à ces soins, n'était pas en bonne santé, si je puis dire. Et malheureusement, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que depuis la crise sanitaire, rien n'a véritablement changé. En termes sur la revalorisation du salaire des soignants, c'est quand même très... Il y a eu une revalorisation, mais qui est très minime et qui ne nous permet pas de rattraper notre retard parmi les membres de l'OCDE. Au chaos dans lequel on est. Et puis surtout sur une remontée des salaires. Il faut pas mais là aussi, il y a un grand problème, c'est sur la question des déserts médicaux, et vous avez raison d'en parler. Moi, je peux prendre un cas que je connais bien dans les Vosges, où pour le coup, sur toute la seconde circonscription, donc vous allez de Saint-Dié-des-Vosges, la sous-préfecture, en remontant jusqu'à Raon-l'Étape, pour l'équipe, plus on parle quand même d'un territoire avec 115 communes, très rural, etc. Vous avez un ophtalmo. C'est incroyable. Un ophtalmo. Vous avez des endroits où vous êtes obligé, c'est 15 ou 20 minutes de voiture obligatoire pour pouvoir accéder, ne serait-ce qu'à une pharmacie. Je ne parle même pas d'un médecin, ne serait-ce qu'à une pharmacie. Donc il y a un véritable problème et ça ne m'étonne pas du tout que ça fasse partie des priorités. Enfin, un dernier mot sur la question du pouvoir d'achat et de l'inflation. Que ça soit encore très haut, c'est évident. On a vu notamment à l'occasion de la rentrée des classes que toutes les fournitures scolaires ont subi elles aussi une augmentation de moyenne, je crois que c'est 11%, 14% en ce qui concerne la papeterie. Mais moi, ce qui me pose évidemment problème et ce qui nous choque au Rassemblement national, c'est que dans cet entretien fleuve qu'a fait le président de la République, Emmanuel Macron, au Point, on parle quand même de 18 pages, pas un seul mot du président de la République sur ce qui est l'une des premières préoccupations depuis plus de 12 mois de l'intégralité du peuple français, à savoir l'inflation et le pouvoir d'achat. Et le fait d'avoir un président qui finalement ne sait pas où il va, navigue à vue et ne répond pas parce qu'il n'est pas en prise et en phase avec les préoccupations des Français et qu'il est incroyablement déconnecté, eh bien évidemment ça ne rassure pas et ça ne m'étonne pas que ça encourage le pessimisme dans notre pays. Bernard, un auditeur dit on a l'impression que vous tombez des nues, il faudrait vous réveiller, le pays est en train de se dégrader et c'est un très fort sentiment chez les Français et on a le sentiment que les politiques sont très très loin du quotidien des Français. Alors on ne va pas faire du poujadisme ou du populisme, mais ils ne sont pas confrontés à la difficulté de trouver un ophtalmo, un kiné, c'est terrifiant, les gens qui restent sans soins. Régis de Castelnau. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le décalage entre ce qui relève de la perception. Par les gens, dégradation sur les questions du système de santé, c'est évident. L'inflation, n'en parlons pas. On pousse son caddie, puis on sait très bien à quoi s'en tenir à ce moment-là. Et c'est cette expérience sensible finalement qui est importante. C'est comme pour l'insécurité. Quand on nous dit Monsieur Dupond-Moretti, il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité, c'est idiot. La réalité de l'insécurité, c'est le sentiment qu'on en a, c'est la perception du réel. Et donc là, moi, ce qui m'a frappé, c'était l'expérience sociale qui conduisait à ce pessimisme. Et puis alors la deuxième chose que je vois, c'est dans la jeunesse, quoi. Oui. C'est assez impressionnant quand même. C'est assez impressionnant. Alors bon, moi je vois avec mes propres enfants, leurs amis, etc. C'est assez terrible. C'est assez terrible de voir les perspectives qu'ils ont. Pour beaucoup, il y a de la résignation. Et alors, il y a un phénomène. Alors, je me tourne vers Frédéric. Il y en a beaucoup qui veulent partir. Oui. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Alors, encore faut-il pouvoir. Faut-il pouvoir, mais effectivement, beaucoup de jeunes partent et faire leurs études à l'étranger quand ils en ont les moyens, ou partent travailler dans d'autres pays. On se retrouve, nous, dans un tout petit instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, chaque rentrée, il y a des nouveautés. La nouveauté, c'est le préférendum. Donc, écoutez, c'est Olivier Véran qui en a parlé hier. Eh bien, il le dit lui-même, le président. Il est ouvert à faire un référendum, et pourquoi pas même un préférendum. Alors, préférendum, c'est un concept qui nous permettrait de tester plusieurs sujets à la fois au cours d'un même vote. Par exemple, vous pouvez poser des questions multiples aux Français.
Alors, moi, je veux bien poser des questions multiples aux Français, mais sauf qu'on leur en a... C'est notre métier, il faut pas. Oui, poser des questions multiples. Vous essayez de vous placer. Il veut pas se faire faucher. Il va piquer votre boulot. C'était sur BFM hier. Mais poser des questions, pourquoi pas, mais on leur en a jamais posé vraiment de questions. Ou alors, quand on leur a posé la question sur l'Europe, on n'a pas respecté leur volonté. Donc, poser plusieurs questions, pourquoi pas, Frédéric? Oui, pourquoi pas. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de référendum national depuis 2005. On se souvient du référendum du 29 mai sur le traité européen. Et avant, il y avait eu quoi comme référendum? Il y a eu Maastricht en 92, il y a eu le quinquennat pas des en 2000, trucs très concernants. en 88. Alors, c'est vrai que c'est pas des choses très concernantes pour les Français, globalement. Les référendums, il y a toujours eu deux mouvements. D'une part, des référendums qui, loin des préoccupations des Français, ont suscité une abstention massive. Nouvelle-Calédonie de Michel Rocard en 88, quinquennat septennat en 2000, ou bien des référendums instrumentalisés pour sanctionner, entre guillemets, un exécutif. Et donc, c'était le cas du référendum européen. Maintenant, c'est vrai que le président qui va faire demain sa rencontre avec tous les chefs de parti, oui, a besoin d'un élément pour créer une sorte de choc, dans le sens où ça fait des années que même Macron parle d'un éventuel référendum. Il n'y en a jamais eu, et comme vous le disiez, depuis 2005. Et puis, il y a l'idée aussi de montrer que sur des sujets, il peut être en adéquation avec ce qu'attendent les Français. Maintenant, un référendum, voilà, comment... vous êtes le spécialiste quand même des questions. Voilà, sur une réponse oui-non, avoir des résultats intéressants. Je vais finir, mon cher Régis. Attendez, laissez terminer, j'ai peut-être oublié un référendum, vous avez raison, celui de Corse, par exemple. Oui, vous avez oublié un référendum partiel. Sur Notre-Dame-des-Landes de Nantes. Tout à fait. Je parlais des référendums nationaux, mais ça, c'est le juriste qui se réveille. C'est très, très intéressant. En tout cas, voilà, en termes d'intérêt pour les Français, je pense. Respecté. Non, mais oui, tout à fait. Et donc voilà, ça plombe, si je peux dire, la légitimité. Non, mais ça, en fait, Emmanuel Macron doit éviter l'écueil que le référendum se transforme en sanction pour lui. Donc, à partir de là, il ne peut pas poser une question binaire. Même si cette question pourrait être très concernante pour les Français, type immigration, éducation, etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il invente ce préférendum en disant je vais poser une question sur l'éducation, la laïcité, l'immigration. C'est quoi? C'est que de la com'? Mais c'est pas de la. Alors pourquoi ce référendum? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit que Emmanuel Macron craint qu'il se retrouve donc dans la nouvelle session parlementaire qui va s'ouvrir avec finalement à nouveau une possibilité de voir l'opposition déposer une motion de censure et que cette fois-ci elle passe, parce que il y a bien un moment où la cristallisation des oppositions peut se faire. Faut quand même pas l'écarter, parce que je pense qu'il croyait. Moi je ne l'écarterai pas. Je ne l'écarterai pas. Et donc, à partir de là, il essaie de rouvrir son espace politique. Et demain, il va y avoir cette rencontre de chefs de parti. En disant aux oppositions, mais vous voyez, j'ai fait un référendum, les Français ont décidé, donc à vous de respecter la décision des Français. Mais je pense que c'est un jeu très, très, très compliqué. C'est d'ailleurs là qu'est le sujet, si vous me le permettez, c'est qu'en réalité, le président de la République, il a une prise de conscience excessivement tardive du résultat des élections législatives de l'année dernière, à savoir qu'il n'a pas de majorité absolue et que donc, en effet, il doit faire avec des oppositions. Il doit essayer de trouver des majorités de circonstances sur des sujets sur lesquels, en donnant des gages à telle ou telle opposition, il peut obtenir une majorité à ce moment-là. Mais chose qu'il ne fait pas. Il préfère utiliser le 49.3, il préfère y aller au forceps en forçant les députés de l'opposition à se plier pour ne pas faire tomber le gouvernement et remettre en cause et en jeu leur poste. Donc c'est vraiment une prise de conscience tardive. Maintenant, sur le référendum, à titre personnel, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, ce qui se cache derrière, quelles sont les modalités, les critères, quels seront les effets des résultats de ces potentiels préférendums. Donc là, il faut évidemment laisser le gouvernement travailler dessus. À titre personnel, je préfère largement qu'il y ait des préférendums que pas de référendum du tout. Comme on l'a rappelé, le dernier était en 2005, il a été trahi par la majorité de l'époque. Et on attend inévitablement le RIC, mais qui ne vient pas.
Le référendum d'initiative citoyenne, c'était l'une des premières préoccupations des Gilets jaunes, et qui finalement n'a toujours pas vu le jour. Ça ne serait pas la chose la plus stupide que de questionner les Français là-dessus. Bien sûr, et qu'ils puissent avoir l'initiative. Parce qu'en réalité, si ce référendum, c'est à nouveau l'exécutif, le président de la République qui pose les questions, qui l'arrange, dans les circonstances qui l'arrangent, avec les modalités qui l'arrangent, on aura toujours ce sentiment de dépossession du pouvoir au sein du peuple français. Et alors que le peuple français ne demande qu'à une chose, à revenir sur la table du débat et à pouvoir avoir enfin la possibilité de décider. C'est pour ça que nous, au Rassemblement national, par le biais de notre président Jordan Bardella, lors de la réunion demain qui aura lieu avec l'intégralité des chefs des partis politiques et Emmanuel Macron, on demande un référendum sur un sujet précis, un sujet fondamental sur lequel les Français n'ont jamais été consultés en plus de 40 ans de vie politique, à savoir notre politique d'immigration. On a toute une proposition de loi qui a été faite, qui est prête à être appliquée, et nous, notre proposition, c'est le jour où nous arrivons aux responsabilités et nous arrivons à l'Élysée, nous donnons cette proposition de loi aux Français en disant votez-vous pour ou contre, et ce qui permettra de leur donner le pouvoir sur un sujet pourtant essentiel. Oui, Régis, ce préférendum, ça vous inspire quoi? Avant, je fais un petit détour par le 49.3. 49.3, c'est prévu par la Constitution depuis le départ. Emmanuel Macron a misé sur la lâcheté de son opposition. Il a bien fait. C'est un investissement de l'opposition. Les républicains, Régis, attention, les républicains en particulier. Oui, mais je veux dire, il y avait le moyen de rouvrir un espace politique, et naturellement ça n'a pas été fait. Bon, mais c'était le but du 49.3. J'y suis favorable, moi. C'est de dire aux parlementaires, ah bon, d'accord, vous voulez pas, bon ben très bien, on fait le 49.3, donc vous renversez le gouvernement avec le risque de la dissolution. Ben non, on n'a pas envie. Bon, donc très bien. Sur le référendum, mais c'est une manipulation. C'est quoi un référendum? Vous avez l'article 11 de la Constitution qui prévoit sur certains thèmes la possibilité de faire des référendums, et vous avez également les modifications constitutionnelles. Ce qui veut dire que les seuls qui ont marché d'ailleurs. La loi qui va être adoptée par référendum est une loi qui aura en plus une valeur supérieure à celle adoptée par le Parlement, puisque le Conseil constitutionnel n'a pas son mot à dire a posteriori, il peut le dire avant. Toujours est-il que on va poser des questions comme ça, effectivement, pour essayer de désamorcer le rejet, comme en 2005, c'était incontestablement un rejet de l'exécutif, c'est une blague. C'est une blague, c'est-à-dire qu'on va occuper, la galerie et puis c'est tout. Tout ça n'a pas grand sens. La France est confrontée à des problèmes politiques considérables, dont un est la conséquence de la réélection d'Emmanuel Macron et de son absence de majorité. On va continuer à naviguer à vue. Tu viens de souligner un point important, c'est qu'en fait, le référendum, il doit aboutir à une loi, une modification constitutionnelle ou autre. Or là, je me demande s'il n'est pas en train d'inventer le référendum consultatif. Exactement. C'est-à-dire que, en clair, il va poser une question. Est-ce que vous voulez une loi, oui, non, sur... voilà. Est-ce que vous voulez qu'on... Donc, je me méfierais, si j'étais les partis politiques, de la manière dont il veut formuler les sujets. Parce que de la définition des thématiques jusqu'à la formulation du référendum, je pense qu'il y a quand même un chemin qui n'est pas... je pense que si on est sur une logique de définition des thématiques, les Français crieront à la tromperie. Puisque qu'est-ce que c'est que le politique élu, et Emmanuel Macron a été légitimement élu, et il a eu une majorité, certes relative, mais une majorité à l'Assemblée nationale, c'est imposer des thèmes, c'est appliquer son programme et puis sa feuille de route. On n'est pas sur une posture délégataire en disant voilà, c'est pas le restaurant, la France. C'est pas ce que vous allez choisir. Enfin, quand je dis ça, c'est ce que nous disent, à mon avis, les Français. Il y a une appétence pour le référendum, malgré toute l'histoire qu'on vient de rappeler ensemble, et un certain passif, mais sur des vrais sujets. D'ailleurs, la gauche a essayé, après le vote de la réforme des retraites, de lancer un référendum d'initiative partagée. Elle recommencera en mars 2024. Est-ce qu'elle aura la possibilité de le faire? Mais voilà, on n'est pas sur un référendum, introduisant... On se souvient qu'en 84, on pressait François Mitterrand d'organiser un référendum sur le référendum au moment de la querelle scolaire. Il avait naturellement, en bon politique,
mis ça de côté car ça ne passait pas auprès des Français. Mais moi, je serais dans l'opposition. Au final, je me poserais la question de savoir si, compte tenu de ce que disait Frédéric Dabi sur le faible taux de participation des référendums, d'imaginer un boycott de la démarche. Oui, aussi. Ouais. On verra. À suivre. Merci à tous les quatre. Dans un instant, vous retrouvez André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.